Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur de l'immobilier. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le secteur du financement des projets immobiliers. Comment la filière du crédit immobilier s'organise-t-elle pour répondre efficacement à ces mutations? Quelles perspectives pour le marché du crédit immobilier? On en parle avec mon invité, Sylvain Lefebvre, président de la Centrale de financement. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a quelques jours un baromètre à la Centrale du financement et l'un des enseignements de ce baromètre, c'est que la digitalisation des démarches d'emprunt s'accélère. C'est ce qui ressort de cette crise selon vous, Sylvain Lefebvre? Alors oui, très clairement, d'abord lié aux médias qui ont beaucoup parlé effectivement de cette crise, qui a rendu l'univers un peu anxiogène, bien évidemment. On avait déjà cette tendance un peu, mais en tout cas, ça a complètement accéléré la tendance de cette frange de clientèle et on ne peut pas aujourd'hui la sous-estimer, qui consiste à dire que globalement, ils veulent traiter leur prêt immobilier, ils ont toujours des intentions d'achat, mais ils veulent garder des mesures barrières et on doit s'organiser autour de ça pour se dire, certes, on a des agences locales, donc vous pouvez toujours venir. Et finalement, on s'aperçoit que le ménage emprunteur français aujourd'hui se dit « je suis ravi de savoir que j'ai une agence à côté parce que c'est concret, mais pour autant, si je peux tout faire à distance sans voir personne et sans prendre de risques, ça m'intéresse ». Dans ce baromètre que vous avez publié à la Centrale du financement, vous dites également que 3 étapes essentielles restent néanmoins à franchir pour faciliter et sécuriser le parcours digital des futurs acquéreurs. Quelles sont ces 3 étapes ? Alors c'est la première, ça va d'abord être une énorme grande disponibilité et que cette disponibilité, on la traduit à travers de la visioconférence et en fait, on s'aperçoit que là aussi, les ménages ont pris l'habitude en période de confinement de faire beaucoup de visio, alors peut-être du WhatsApp, du Skype, on va pas citer tous les noms, mais en tout cas, nous on le fait avec un outil visio qui nous est dédié et avec un partage de documents qui fait qu'on explique au client et on peut lui montrer la simulation, donc la commenter avec lui. Il est devant son ordinateur, il peut être 8 heures du matin et ça l'arrange parce qu'il est avec ses enfants. Et je pense que dans un monde extrêmement urbain et de grandes agglomérations, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Les clients se disent, ok, je suis concret, je vois mon conseiller, je sais qu'il y a une agence pas loin, il est peut-être même à 2 rues ou à moins d'1 kilomètre de chez moi, mais je suis en zone de confort avec mes enfants, dans un monde sécurisé. Donc ça, c'est le premier élément, la visio. Le deuxième élément, qui est un élément important également, c'est tout ce qui est signature électronique, garantie, validée, bien évidemment. Donc là, ce qu'on a mis en place, et les processus s'accélèrent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ça aille du client au courtier comme nous, au banquier, au notaire. Donc on peut traiter de plus en plus ces flux-là par une signature sécurisée. Et puis le troisième élément, on parle tous de la norme RGPD, des documents, du droit d'accès aux documents, du droit d'accès à l'oubli de ces documents et de la sécurisation. Donc c'est cette norme-là RGPD associée à un cloud sécurisé qui fait que globalement on garantit aux clients qu'ils peuvent déposer des documents, que nos partenaires bancaires peuvent télécharger et on commence à voir ces plateformes qui prennent de l'ampleur. Et finalement ces 3 éléments, si je vous les résume, que ce soit visio, que ce soit signature électronique et que ce soit cloud sécurisé, ça traduit effectivement une avancée, un bond en avant dans le futur qu'on aurait peut-être mis un peu plus de temps à mettre en place avant le Covid et qui fait que depuis, eh bien, on a pris des habitudes, certes, parce que nous n'avions pas le choix, mais aujourd'hui, le déconfinement est passé, on a le droit de revenir en agence et les clients reviennent un peu, mais pas tant que ça et on fait beaucoup de visio et ça a accéléré aussi en interne la capacité de nos équipes à se former et à répondre plus vite à cette attente. La digitalisation donc des démarches d'emprunt, mais alors d'un autre côté, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'on se dirige bel et bien vers une hausse des taux d'emprunt immobilier? Alors oui, vous avez raison de le souligner, on prend 0,30, 0,40 sur les taux minimums. Alors on était dans un niveau de taux tellement bas que finalement un 0,40 va jouer de 20-30 euros. Donc s'il y avait que les taux en tant que tels dans un contexte de marché explosif, ça aurait pu être effectivement un régulateur naturel parce que à la marge, eh bien celui qui est endetté à 33%, le ménage français, jeune couple, emprunteur, monsieur, madame qui est endetté à 33%, bien peut-être que les 0,40 de taux d'augmentation du taux fait que sur un 25 ans, ça va peut-être le faire passer à 34 d'endettement et là on va plus lui prêter. Et le danger,
c'est que ça, cumulé avec le Haut Conseil de la stabilité financière, qui rappelle que globalement ces normes restent toujours en vigueur et très en vigueur, et rappelle aux banques le devoir de prudence. Là, on se dit que ces éléments vont pas nous aider. Donc, la peur de cette augmentation de taux cumulée aux gendarmes du Haut Conseil et la stabilité financière, les deux cumulés risquent de laisser peut-être sur le côté une certaine population de primo-accédants. Et le fond sous-jacent de tout ça est que globalement, si une frange de population de primo-accédants n'est plus sur le marché, eh bien ceux qui étaient déjà plus à l'aise, plus installés dans la vie socialement et qui voulaient vendre cette première accession de résidence principale qu'ils avaient faite, cette première acquisition, et la vendre pour en faire une autre, bien non plus cette clientèle de primo-accédants pour acheter leur maison. Donc ça va forcément freiner le marché et on sait qu'un 0,30, 0,40 d'augmentation du taux avec un respect des normes strictes à 33%, laisse peut-être plus de 10 000 jeunes primo-accédants en dehors de leur capacité d'emprunter. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller à la faute. La norme du 33 d'endettement, elle a tout son sens et on l'a toujours appliquée. Après, c'est de pas y mettre du gendarme derrière. Vous savez qu'il y a le résiduel, le reste à vivre est très important également, et qu'entre un 33 d'endettement et un gros reste à vivre, on peut faire la différence. Et puis le 25-28 ans, même à 28 ans et à 30 ans, nous avons toujours dit, nous, à la centrale de financement, que un 30 ans, si c'était le prix d'entrée pour faire une première acquisition, sachant qu'on sait que pertinemment le ménage va être en mutation et revendra dans 5-7 ans, alors il aura peut-être pas amorti beaucoup, il aura au moins évité de payer des loyers. Et donc, de toute façon, dans un marché globalement stable ou porteur, il y avait un intérêt à pouvoir pousser l'emprunteur à le maintenir. Et là, c'est plutôt une nouvelle, effectivement, qui va nous rendre extrêmement observateurs sur le marché dans les mois qui viennent. Et tout ça dans une conjoncture, et je tiens à le rappeler, où on avait globalement un nombre de ventes et de transactions plus d'1 million, près d'1,1 million en 2019. Et là, on se retrouve en 2020 avec des perspectives à 800 000 transactions. Oui. Donc moins de transactions, peut-être même 700 000. Alors les chiffres, je sais pas le France Loto du nombre de transactions, mais en tout cas on voit bien effectivement qu'on va pas récupérer les 2 mois et qu'on sera peut-être entre 700 et 800 000 transactions. Et ces transactions-là, dans un contexte donc moins de transactions, dans un contexte où globalement les primo accédants seront moins présents, ben ça va sûrement contribuer à fragiliser encore un peu plus le marché. Autre question, à propos de la centrale de financement. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter la centrale de financement ? Alors, nous sommes créés il y a 7 ans maintenant. Oui. 190 agences et 900 collaborateurs répartis sur tout le territoire français. On fait du courtage sous forme de prêt immobilier. Et on s'est créé juste après la réglementation qui a fait que désormais le courtage et l'ensemble des collaborateurs qui travaillent doivent avoir une formation diplômante et avoir un champ de connaissances plus important qu'auparavant. Donc on fait partie de ces acteurs qui fait qu'aujourd'hui, eh bien le marché du courtage, c'est globalement 40% de la France des prêts immobiliers distribués en France. D'accord. Sachant que l'année dernière, on était sur 260 milliards de distribution de crédit. Et voilà, l'ensemble des courtiers pèse 40%. Dans un contexte là aussi tendu, fin 2019, beaucoup de ventes, beaucoup de crédits distribués, beaucoup de retard dans la chaîne de traitement. Nos partenaires bancaires avaient beaucoup de mal à donner des réponses dans les temps. Les notaires avaient du mal à signer. Et finalement, ce que l'on dit aujourd'hui, la position qu'on prend, c'est de dire que peut-être qu'1,1 million de transactions, pour la France, c'est peut-être beaucoup, dans un marché qui était peut-être pas organisé, parce que le marché avait extrêmement grossi en peu de temps, et que cette régulation liée au Covid-19, c'est forcément pas une bonne nouvelle, ce sont pas du tout mes propos, mais pour autant, ça va peut-être permettre de retrouver de la fluidité dans le marché, de réguler un prix entre un acheteur et un vendeur, puisqu'il y a une tension, il va y avoir moins de tension sur l'acquisition évidemment, donc les prix vont peut-être s'autoréguler un peu plus, et finalement, à travers tout ça, on a 2 risques. Le risque d'une France peut-être encore un peu plus forte à 2 vitesses sur des prix qui resteraient extrêmement tendus sur des zones très très urbaines et des prix qui chuteraient dans des zones plus lointaines encore, sauf parce qu'il y a ce mouvement du Covid-19 qui se révèle vrai
sur le fond, à savoir je m'éloigne des grandes villes et j'achète quelque chose un peu plus loin, moins cher, et j'ai ma maison et je fais du télétravail. Première idée. Et la deuxième idée que l'on défend, c'est très vigilant sur les primo-accédants, comment les aider, notamment dans le neuf également. Les promoteurs sont acquis aussi, et comment réussir à les financer, parce que c'est souvent une clientèle sur les constructeurs de maisons individuelles et dans les appartements, où on a besoin aussi de cette population pour fluidifier le marché et continuer à avoir des intentions d'achat soutenues. Sylvain Lefebvre, président de la Centrale de Financement, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Mon podcast IMO.